Salut, je m'appelle Anne-Sophie. J'ai 25 ans durant ce mois de novembre. J'étudie la psychologie clinique en Belgique et bienvenue dans Domaine Burnout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la continuité du processus de deuil. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différents modèles de processus de deuil. Le premier modèle dont je vais vous parler, le modèle des stades, phases de Bowlby, Park, Kubler et Ross. Il y a 4 stades dans ce modèle. Le stade 1, c'est le choc, la négation. On dénie la réalité de la perte. Le stade 2, c'est la recherche et la colère. On négocie sur le fait que la personne n'est pas vraiment morte en réalité. Le stade 3, c'est le désespoir et la désorganisation. Le stade 4, c'est la réorganisation, la réinsertion. En fait, dans ce stade, on est occupé de se réajuster à la vie maintenant sans cette personne. Ce modèle a eu certaines critiques dans le sens où il n'est pas valide empiriquement. Il n'y a pas de preuve en fait qu'il faut passer par tous ces stades. Le modèle, en fait, à la base, il était seulement descriptif et non prescriptif. Dans le sens où juste il décrit ce qui se passe et c'était pas une prescription, donc un truc forcément à suivre. Il y a une variation individuelle et culturelle qui est énorme dans les stades de deuil. Et l'une des critiques, c'est que ça a été fait de manière opérationnelle, comme si c'était juste un problème, une opération en 4 parties. Et on parle pas de mécanismes psychologiques impliqués aussi dedans. On nous demande en tout cas lesquels. Le deuxième modèle, c'est les 4 tâches de deuil de Worden. Selon lui, il y aurait 4 grands stades à passer pour faire un deuil. Le premier serait accepter la réalité de la perte. Accepter que c'est irréversible, autant d'un point de vue intellectuel qu'émotionnel. Les faits, les significations et l'irréversibilité. Le deuxième stade serait de ressentir la douleur du deuil. Donc ressentir la douleur de l'absence de cette personne, ce qui comprendrait une douleur physique, émotionnelle et comportementale. Le troisième stade, ce serait s'ajuster à un environnement où le défunt n'est pas présent. Dans ce stade-là, on développerait de nouvelles compétences, on aura un nouveau rôle, on découvrirait notre nouveau soi et on s'ajusterait à la nouvelle vision du monde qu'on a. Et le dernier stade serait de détacher son énergie émotionnelle et la réinvestir dans une autre relation. C'est ce qu'il a dit dans sa première édition de 1980. Et dans sa troisième édition, il a précisé relocaliser le défunt et continuer à vivre sans lui. On postule que ces tâches sont nécessaires et qu'il faudrait regarder laquelle de ces tâches n'a pas été faite pour pouvoir travailler dessus. Il y a 4 types de tâches de nature appraisale, donc évaluative, émotionnelle, coping, problème et conceptuelle, donc les schémas. Donc on pourrait se dire comment mes cognitions elles changent. Et la dernière, de nature sociale, comment je me lie aux autres, comment je me lie avec de nouvelles relations. Ces tâches en fait elles sont pas linéaires, c'est pas des stades, donc il n'y a pas d'ordre dans lequel il faudrait les suivre, mais le modèle n'a pas été validé non plus pour les mêmes raisons, manque de preuves empiriques. Un autre modèle, le modèle en double processus d'ajustement au deuil de Straub et Shaw, je ne sais pas comment on le dit, eux ont fait un modèle qui est une taxonomie qui décrit les manières avec lesquelles une personne va s'adapter face au deuil, comment elle va s'adapter face à la perte d'un proche. Il y a 2 catégories de stresseurs et 2 catégories d'ajustement. J'essaierai de vous mettre le schéma comme les autres fois. Quand on parle d'ajustement, on parle de coping et il y a également un processus d'oscillation qui est un processus dynamique qui montre que ce n'est pas statique et qu'il est fondamental. L'orientation à la récupération, ce sont les conséquences secondaires face à la perte. Ce sont les stresseurs qui sont très concrets, qui sont là au quotidien. Si on est tout à fait orienté à la perte, cela devient un deuil chronique. C'est souvent le deuil que vont éprouver les femmes. Tandis que si on est orienté à la récupération, cela devient un deuil absent ou inhibé et il est souvent attribué aux hommes, dans le sens où statistiquement en fait les femmes ont une tendance à vivre des deuils chroniques et les hommes ont une tendance à vivre des deuils inhibés ou absents. Au début, ils seraient plutôt orientés à la perte. Plus le temps passe et plus ils s'adaptent et on s'oriente vers la récupération. Il y a certaines flexibilités bien sûr au niveau de ces 2 orientations. Selon ce modèle, en fait, faire son deuil nécessite des stratégies d'ajustement qui sont multiples et de la flexibilité, donc de l'oscillation. Dans le cas de réactions compliquées, on pourrait proposer des interventions comme incorporer des processus d'oscillation ou favoriser l'utilisation d'autres stratégies que celles utilisées de manière inefficace par la personne. Ce modèle, il a été assez bien validé, même s'il y a des adaptations de ce modèle, des extensions, enfin bref, il y a plein de dérivés de ce modèle et le modèle en lui-même mérite encore quelques ajustements. Le 4e modèle, c'est une approche qui est compréhensive, centrée sur le deuil. Dans ce modèle-là, il faut se rappeler que pour qu'il y ait un deuil, il faut qu'il y ait une perte significative. Qu'avec la perte significative, il y avait un lien affectif, donc un attachement. On peut souvent le voir avec
avec la personne d'un point de vue à son historique de relation ou culturellement parlant, si elle était attachée, de quelle façon elle était attachée. La souffrance va indiquer le niveau d'attachement qu'avait la personne avec la perte. Il faut aussi se rappeler que le deuil est phylogénétiquement déterminé. Il faut que l'être humain ressente de l'attachement. Il y a des êtres humains qui ne ressentent pas d'attachement envers les autres, mais ça c'est autre chose. En fait, le deuil, ce serait l'autre face de l'attachement, comme si c'était la face d'une même pièce. Si on essayait de réduire la détresse chez cette personne, c'est comme si on pouvait lui voler son attachement. C'est pour ça qu'il faut être très prudent en cas de deuil. Et bien entendu, il y a des différences individuelles. Par exemple, le style d'attachement, la perception de soi, la perception des autres. Est-ce qu'on a un attachement sécure, insécure, anxieux, ou est-ce qu'on a un attachement de type évitant, autonomie? Et petit aparté, sachez qu'en 2018, on a pu recenser que seulement 5% de la population mondiale avait un attachement sécure. Et dans ce modèle, on va aussi voir qu'il y a un processus psychologique de l'impact de la perte. En fait, les réactions du deuil de la personne vont dépendre fondamentalement de la signification et du sens de la perte de la personne. Cette signification, en fait, c'est une évaluation. Si on ne comprend pas la signification de la perte pour nous, on ne peut pas l'expliquer ni comprendre en quoi c'est problématique cette perte pour nous. Donc cette signification, elle est basée sur des critères, des schémas qui sont spécifiques et personnels. Donc par exemple les buts, les motivations, le bien-être, la sensibilité, le contexte, la culture ou encore l'éducation. Et d'où l'immense diversité de stratégies d'adaptation. Et ce qui peut se passer aussi en cas de perte, c'est que les croyances, elles peuvent être ébranlées et ça peut amener à des dilemmes existentiels. Dans le sens où une perte peut remettre en cause ma propre valeur, la prévisibilité des choses. On a une tendance à chercher c'est quoi le sens de cette perte, et donc on se met à l'évaluer. Et concernant les déterminants du deuil au niveau de la biopsychosociale, il y a un modèle général qui reprend les facteurs de risque. J'essaierai de vous le mettre là quelque part. Le truc, c'est qu'il faut faire attention en fait au style d'attachement de la personne, parce que le plus important en fait, ce sont les médiateurs dans ce modèle. En bleu, c'est donc le plus important. Donc il faut comprendre les significations que la personne a par rapport à sa perte, et c'est en fonction de ces significations que les personnes vont utiliser des stratégies d'ajustement, d'adaptation. Et du côté des psychologues, dans ces cas-là, justement, on essaye de comprendre sans juger pourquoi la personne elle a mis en place de telles stratégies. Il y a une petite note qui est sur le deuil des enfants où on dit qu'il ne faut pas surestimer ou sous-estimer le travail de deuil chez l'enfant. Parce que l'enfant, en fait, il est en pleine croissance et son énergie, elle est aussi utilisée pour sa croissance. Pour eux, en fait, la mort, elle n'est pas naturelle. Dans le cas des enfants, il y a un responsable à la mort. Si, imaginons, il s'est disputé avec quelqu'un et qu'il lui a dit « je veux que tu meurs », l'enfant va penser que c'est de sa faute, que c'est parce qu'il lui a dit ça que la personne est morte. Il y a aussi un passage où ils expliquent que pour les enfants, la mort, elle est contagieuse. Dans le sens où il va penser, si quelqu'un est mort, quelqu'un d'autre va forcément mourir. Comme si c'était une maladie qui s'attrapait. Et que la mort est réversible. Dans le sens où c'est pas permanent. Si, imaginons, on a dit à un enfant que son parent était au ciel, l'enfant va juste se dire, je vais pouvoir aller le revoir, quoi. Je vais pouvoir aller le rejoindre en allant dans le ciel, moi aussi. Et après, je reviens, quoi. En fait, les enfants et le deuil, c'est un sujet qui mériterait une vidéo à lui tout seul, que je pourrais faire si vous le désirez. Mais voilà, en fait, avec les enfants, on explique dans mon cours qu'il faut un vocabulaire adéquat et que c'est indispensable, en fait, pour que l'enfant puisse faire son deuil. Moi, je peux dire ça. Même si c'est un enfant, dans un sens, c'est l'infantiliser. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, comme estimer que l'enfant n'est pas capable de faire face à tout ça. En fait, l'enfant est capable de faire face à tout ça à condition qu'on l'accompagne correctement, qu'on lui explique avec un vocabulaire adéquat pour qu'il puisse faire un deuil le plus sainement possible, on va dire. Mais voilà pour le petit aparté sur les enfants. Là, je vous montre un petit tableau des styles d'attachement et des réactions face au deuil par rapport à ces styles d'attachement. Donc, vous pouvez voir au niveau du sécure, insécure, enfin, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire davantage. Mais voilà, ça vous fait un petit résumé de ce qui peut se passer en fonction des styles d'attachement. Et au niveau du deuil avec les animaux, parce que bien sûr, on a des liens affectifs avec nos animaux, pas pour ceux qui ont des animaux. Et il y a un petit tableau aussi pour ça. Et dans le deuil d'un animal, c'est l'intensité du lien d'attachement à l'animal qui joue principalement. Et ça, peu importe les facteurs de risque. Tout ce que je viens de vous dire, ça se résume très facilement au niveau de la compréhension du deuil. En fait, pour réaliser tout ça, et je parle surtout au niveau des psychologues, pour pouvoir faire face à quelqu'un qui est en deuil, et en fait ça peut s'appliquer à n'importe qui, il faut faire preuve d'extrêmement de compréhension. Parce qu'on doit être compréhensif au niveau du vécu et des significations de la perte pour chaque personne endeuillée. Chaque personne a un vécu différent, a une relation différente avec la perte,
Alors comme je vous ai dit, en fait, il y a tellement de manières de réagir face au deuil qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est être très compréhensif et accompagner la personne sans la juger, sans réagir. Enfin, si elle se met en danger, il faut essayer de l'aider à ce qu'elle ne se mette pas en danger, mais c'est toujours très compliqué. Enfin, voilà, c'est tout pour cette troisième vidéo. Je pense qu'on a la troisième vidéo, je me rappelle plus maintenant. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Enfin, vous connaissez le truc. Un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si vous voulez voir la suite et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut!